pourquoi Dragon Ball GT est meilleur que Dragon Ball Super. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Premièrement, on va parler du début de DBGT. En effet, lors de discussions autour du sujet, j'ai tendance à entendre que le début de DBGT est trop mou et trop enfantin. Et en réalité, je peux comprendre. C'est sûr que quitter Dragon Ball Z où l'arc-bout aurait été tendu du début à la fin, et sans oublier les enjeux énormes qui reposaient sur Goku, en arrivant sur Dragon Ball GT, on constate une chute drastique en termes de tension. Et par-dessus ça, il faut bien avouer que la plupart d'entre nous s'attendaient à voir les progrès de Goku. Le niveau stratosphérique qu'il avait atteint après s'être entraîné tant d'années avec Oob. Et au lieu de ça, on a eu malheureusement droit à un nerf de Goku. Alors de quoi était-il réellement capable? On ne le saura jamais. D'ailleurs, pour ceux qui disent encore aujourd'hui que Goku n'était pas si nerf que ça, dites-vous que même les scénaristes ont expliqué que le nerf de Goku était nécessaire car celui-ci était devenu bien trop fort. Et s'il n'était pas si nerf que ça, alors pourquoi l'avoir rendu petit? Et évidemment que Goku était très nerf, en tout cas c'est mon avis. Et pour moi le contraire serait totalement illogique. Mais du coup, pour en revenir au nerf de Goku, celui-ci perdra sa taille à cause du vœu maladroit de Garlic Jr. qui, impuissant face à un Goku au top de sa forme, souhaitera malencontreusement que Goku retrouve sa taille d'enfant. Et c'est ainsi que le premier arc de Dragon Ball GT commença avec, comme au bon vieux temps, une chasse au Dragon Ball. だって、ドラゴンボールに願わないと元に戻れないんでしょ? Et là encore une fois, l'idée est plutôt ingénieuse, puisqu'avant même de débuter l'arc, les scénaristes avaient déjà trouvé le moyen de faire partir Goku à l'aventure, en introduisant QQ Shenron, le dragon ultime qui après avoir exaucé un vœu, les Dragon Ball se dispersent dans tout l'univers. Oui, cette fois-ci on a affaire aux Dragon Ball ultime, les Dragon Ball à étoile noire. Les boules de cristal qui, contrairement à celles qu'on avait jusque-là, se dispersent non pas aux quatre coins de la planète, mais bien aux quatre coins de l'univers. Et c'est ainsi que Goku, Pan et Trunks entamèrent leur voyage dans tout l'univers à la recherche des Dragon Ball. Et là où les gens se plaignent, c'est bien souvent à ce moment-là. Comme je vous l'ai dit, souvent on entend des choses du genre c'est trop mou, c'est trop lent, mais figurez-vous que cette chasse au Dragon Ball était nécessaire pour la suite du scénario, car c'est bien cette intrigue qui a fait avancer l'histoire jusqu'à en arriver à l'arc Baby. Et dites-vous que sans la chasse au Dragon Ball, il n'y a pas d'arc Baby, et sans arc Baby, il n'y a pas de SSJ4, Baby Vegeta, etc. etc. Parce que oui, l'arc Baby est sûrement l'un, si ce n'est l'arc le plus important de tout Dragon Ball GT. Et ça notamment parce qu'il est un arc majeur, mais aussi parce qu'il a apporté énormément au scénario et à l'histoire de Dragon Ball. Mais selon moi, l'arc le plus important, bien qu'il ne soit pas le plus agréable à regarder, reste celui de la chasse au Dragon Ball. Car même si je reconnais le manque flagrant d'intensité, il était absolument nécessaire pour la suite de la série. Et ça notamment pour introduire l'arc Baby comme je l'ai dit. Donc pour résumer, si on enlève cet arc, on n'a ni l'arc Baby, ni l'arc des dragons maléfiques. Et du coup vous comprenez bien qu'au final, on n'a pas Dragon Ball GT tout court. Parce que oui, dans Dragon Ball GT, tout est lié. Contrairement à Dragon Ball Super où si on retire l'arc Résurrection de Freezer, ça n'empêche en aucun cas le tournoi Univers 6 Univers 7. Et encore une fois, si on retire cet arc Univers 6 Univers 7, ça n'empêche en aucun cas, encore une fois, l'arc Zamasu d'avoir lieu. Et ça tout simplement parce qu'à chaque arc, il n'y a aucun tremplin qui permet de rebondir sur l'arc suivant. Et je sais pas vous, mais personnellement, ça me donne juste l'impression que le scénario est fait à l'arrache. Qu'au lieu de se concentrer sur la richesse qu'un bon scénario avec de bonnes intrigues aurait pu apporter à l'œuvre, les scénaristes se sont plutôt et surtout concentrés sur le fanservice. Et attention, parce qu'on a le bon fanservice comme avec le Super Saiyan 3 ou même le Super Saiyan 4 qui, en plus d'être fanservice, a été ce qu'il y avait de mieux pour servir de power-up dans l'univers Dragon Ball. Mais justement, contrairement au bon fanservice qu'on pouvait avoir à l'époque, Dragon Ball Super se contente seulement de faire revenir d'anciens antagonistes avec de nouvelles transformations. Des nouvelles transformations pour eux mais aussi pour les protagonistes. Et en général, ces nouvelles formes sortent bel et bien de nulle part. Dites-moi d'où vient le SSJ Rosé, et dites-moi pourquoi le SSJ Blue existe alors qu'à la base on était censé avoir seulement le Super Saiyan God. Et justement, à la base c'était une bonne idée à développer, ça pouvait faire le parallèle entre DBGT et DBS qui l'un se tourne vers le côté Saiyan et l'autre vers le côté divin entre guillemets. Mais encore une fois, comme la plupart des idées dans DBS, ça n'a pas du tout été respecté et ça n'a pas été bien développé du tout. On nous invente des transformations de SSJ Rosé, SSJ Blue, SSJ Vert, machin chouette, alors qu'à la base le peuple Saiyan c'est un peuple qui ne fait que s'améliorer au fil des combats. On a d'abord eu le Super Saiyan qui d'après la légende était censé apparaître une seule fois par millénaire, puis tous les autres stades du Super Saiyan sans oublier le SSJ 2 et le SSJ 3 pour finir avec le Super Saiyan 4 qui était censé boucler la boucle. Comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, le Super Saiyan 4 est censé être le Super Saiyan de la légende, le réel Super Saiyan de la légende. Parce que oui, Goku est le seul individu qui a atteint ce stade naturellement. Enfin bref, tout ça pour dire que les power-ups dans DBS ne veulent rien dire. Les transformations n'ont aucun background et c'est beaucoup trop répétitif.
À l'époque, on avait des nouvelles formes comme Ultimate Gohan où on voyait quasi pas de différence à part sa posture, ses yeux et ses cheveux, ou encore Piccolo qui après avoir fusionné avec Kami a juste vu son teint s'éclaircir un peu. Sans parler du Super Saiyan ainsi que de tous ses stats qui selon moi étaient un gros atout scénaristique. Durant l'arc Cell, c'était vraiment très important. Je suis sûr que si ça aurait été dans DBS, on aurait eu des Super Saiyan rouges, Super Saiyan violets, Super Saiyan verts, bref, on n'en aurait pas fini. D'ailleurs, petite anecdote sur Dragon Ball Super, en particulier sur Freezer, bon ça je suis pas sûr à 100%, mais c'est un abonné qui me l'a dit. Apparemment, comme Toyotaro avait fait Golden Freezer pour la Golden Card, il s'est dit qu'il allait faire Black Freezer pour la Black Card. Et là c'est quand même un truc de ouf parce que c'est Toyotaro qui aurait lui-même dit ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui c'est devenu banal de redescendre Dragon Ball. Ce qui pour beaucoup, dont moi, était censé être la fin de DBS pour rejoindre le 28e Tenkaichi Budokai, je parle bien du tournoi du pouvoir, était une véritable catastrophe, aussi bien en termes de cohérence au niveau puissance qu'en termes d'ingéniosité. Encore une fois dans Dragon Ball, on a eu affaire à un tournoi et cette fois-ci à échelle universelle. Au premier abord, c'est vrai que l'idée paraissait pas mal, mais encore une fois le problème c'est la réalisation de l'arc ainsi que la pauvreté de l'histoire. Les personnages se battent en représentant leur univers et portent en eux tous les espoirs de leur univers respectif, mais malgré ça ils arrivent quand même à raconter leur vie et à taper la discute avec les autres personnages des autres univers. Et il faut aussi ajouter à ça qu'on en apprend quasi pas sur les personnages des autres univers et qu'à aucun moment on ressent des émotions, de la tension ou bien même du danger. Et même au moment où Vegeta a fait son mini discours, désolé mais j'ai rien senti. La seule chose que j'ai aimé c'est que comme il était convenu depuis l'arc Buu, Vegeta a cédé le flambeau à Goku. Ensuite sur le combat entre Goku et Jiren, honnêtement c'était un beau combat. L'animation ou encore l'ambiance, c'est seulement à ce moment-là que personnellement j'ai commencé à ressentir de la tension. C'est à ce moment-là que j'ai enfin senti qu'il y avait de gros enjeux derrière ce tournoi. Et je pourrais chipoter en disant qu'on n'en sait rien sur Jiren, à part qu'il était faible et qu'il a décidé de devenir puissant pour défendre ce qu'il voyait comme la justice. Et d'ailleurs j'ai vu là un beau parallèle entre lui et Goku, car l'un se bat pour protéger ce qu'il pense être la justice, tandis que l'autre se bat pour protéger ceux qu'il aime. Et malgré un beau combat final entre Goku et Jiren, Dragon Ball Super reste globalement trop bas pour que je puisse le défendre. Aussi bien sur l'intensité que le scénario, sans oublier les OST frauduleuses ou encore le manque de développement. À côté de ça, Dragon Ball GT a su nous proposer une fin digne de Dragon Ball. Certes, il y avait peut-être mieux à faire, mais si vous savez, dites-le moi, car personnellement, je ne sais pas. Cet arc nous a fait prendre conscience des conséquences d'une utilisation abusive des Dragon Ball. Selon moi, ça a permis de montrer que derrière chaque solution facile, il y a un prix à payer. Un prix bien souvent plus grand que l'épreuve qu'il y avait à accomplir à la base. Cet arc est sans doute ce qu'il y avait de mieux pour conclure l'œuvre légendaire qu'a été Dragon Ball. À ça, j'aimerais aussi ajouter que pour aimer DBGT, on n'a pas eu besoin de power-up extravagants, ni même de revoir d'anciens antagonistes. Sans oublier que chaque personnage, peu importe sa puissance, a été important pour l'avancée de l'histoire. Bien qu'étant totalement rouillé, Vegeta était plus que présent lors de la série, notamment lors de l'arc Baby, où il incarnera carrément le rôle de l'antagoniste. Sans oublier qu'il ira même jusqu'à se transformer en Super Saiyan 4 grâce à la machine de Bulma. Et bien sûr, n'oublions pas Gogeta, la petite touche de fanservice qui servira à mettre Omega Shenron en PLS. En outre, Vegeta a parfaitement rempli son rôle. Dans Dragon Ball Z, il a totalement accepté son rôle d'éternel second, et dans Dragon Ball GT, son développement a totalement été respecté et est très cohérent avec lui-même, puisque au lieu de convoiter la place de numéro 1, Vegeta s'est totalement rangé auprès de sa famille. 貴様の負けだまだまだ死ねねえなおめえをやっつけるまではな Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, donner votre avis en commentaire et partager. N'oubliez pas, les liens des réseaux sociaux sont en description. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara.